Ces pépites, injustement méconnues, mériteraient plus de visibilité. Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo, c'est Cédric. Hello! Et on va vous parler des Hidden Gems. Ces jeux pépites qui, pour nous, mériteraient vraiment de revenir sur le devant de la scène avec plus d'exposition, plus de beau matériel, plus de beaux visuels et pourquoi pas une localisation en français. Pourquoi pas. Exactement. Des jeux qui sont passés un peu inaperçus malheureusement. Et voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a vraiment du potentiel. Et c'est ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Pas de classement par ordre, pas de priorité, pas de top 5, pas de top 10. Tout est bon. Tout est bon dans le cochon aujourd'hui. Bon. On va vous sortir 5 jeux qui, pour nous, devraient revenir sur les étalages. Avec 5 jeux chacun. 5 jeux chacun, oui, minimum. Voilà. Et on a dû faire des choix, hein, parce qu'on en a beaucoup chacun. Il y aura une partie 2 du coup. Exactement. Tu veux commencer? Oh, je te laisse. Ok, allez. Ah, je vais sortir 2 boîtes, tiens, direct. Hop. Hop. C'est marrant, je pense qu'il y a certaines personnes qui s'attendraient plutôt à ce que ce soit moi qui sorte ces deux-là. Oui, clairement. D-Maker, un jeu de... allemand, 40 Schmil. Quelle immersion dans ces jeux. Franchement, quand j'ai joué la première fois, je me suis pris une de ces claques. Je me suis vu à une soirée, comme bientôt en Belgique ou un peu partout en Europe, ça va l'être, les élections, où vous étiez à la télé, où on voyait les sièges qui étaient attribués et tout. Et là, vous allez devoir faire votre élection. Vous allez devoir trouver des coalitions, recruter de la publicité aussi, beaucoup. Essayer de... passer entre les gouttes. Hein, quitte à utiliser certaines méthodes. Oui, voilà, fort peu orthodoxes. Voilà, exactement. Oh, ce jeu, c'est totalement incroyable, quoi. Vraiment, il est aussi bon qu'il est moche, parce que ça c'est moche quand même, quoi. Clairement, quoi. La 4e édition, ça c'est la 3e, la 4e édition, ça va déjà un peu mieux. Ça reste allemand, ouais. Ça reste moche. Il y a quelques modifications quand même, dans chaque édition il y a quelques modifications, la 4 est celle qui apporte le plus d'éditions. Ouais. Ça peut comparable à, dans une moindre mesure, mais quand même entre la 1 et la 2, où là c'était vraiment quasiment presque un autre jeu. Mais ici il y a quand même des grosses différences, c'est pour ça que certains préfèrent la 2 ou la 3 plutôt que c'est le 4e. Mais par contre, esthétiquement, c'est vrai que... Ouais, moi j'ai bien aimé la 4, parce que je trouvais justement que cette phase de vote à l'aveugle était un peu... Oui, elle est plus douce, tu vois une partie des informations, sur le dos des cartes, il y a une partie des informations qu'il y a de l'autre côté. Donc, ouais. Quelle immersion dans ce jeu, c'est dingue, alors que graphiquement il vous transporte absolument pas, mais moi j'ai vraiment été pris et j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment président de parti. J'essayais vraiment de trouver les coalitions et vous aviez là, qui dès qu'il voyait que ça prenait un peu trop d'ampleur, hop, qui allait s'agripper à ce parti-là pour essayer de passer. Oui, je m'en souviens, moi, ça. Je m'en souviens très fort. Même qu'on a perdu, tiens. Justement, à ce moment-là. Ah, je trouvais ça vraiment fameux. Le système de coalition est bien fait. Ouais, c'est clairement, quoi. C'est un jeu qui a un petit peu vieilli, il faut le reconnaître. Oui. Parce que c'est un jeu qui est très procédural, très long, très procédural. C'est 5 à 7 manches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend. On peut jouer en version courte, mais c'est pas un jeu à jouer en version courte. En 5 élections, c'est pas suffisant. Mais c'est un jeu qui est un peu long et on répète toujours la même phase. Donc il y a cet effet un petit peu, voilà, quelque chose que maintenant n'existe plus. Plus trop en tout cas dans les jeux. Donc ça c'est un petit peu son downside. Par contre, quand on le remet dans son époque, lors de sa sortie, c'était un jeu qui a pour moi une petite révolution. C'était vraiment un coup de poing, quelque chose, il était en avance sur son époque complètement. Et puis le thème, moi j'adore les jeux politiques et jeux économiques, parce que c'est aussi un jeu économique parce qu'avant d'être politique. Voilà, il faut avoir joué au moins une fois dans sa carrière de ludiste à D-Maker. C'est une expérience totale, hein, c'est vraiment... On apprécie notre principal. Et personnellement, moi j'ai pas encore vu ça autre part. Déjà rien que par le thème, le thème est totalement particulier. J'ai d'excellents souvenirs. Maintenant c'est vrai que notamment la dernière fois où j'ai joué, pour la première fois, je pense, et pourtant j'ai fait pas mal de parties, même si on fait 1 ou 2 parties par an, ce jeu, on n'en fait pas 50.
un petit peu comme Freedom ou quoi. Ouais. Mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que c'était un petit peu tombé plat, aussi bien au niveau des joueurs que... Évidemment... Ces joueurs aussi, hein, peut-être... C'est joueurs dépendants, bien sûr. Un peu comme Hégémonie, si tu vois, si tu as envie d'un petit peu... Plus Hégémonie. Oui, si tu as un petit peu... Il y a moins de jeu derrière. Si tu as un petit peu envie de le jouer un peu roleplay, on va dire, c'est pas du tout ça, mais si tu as envie d'un... Ça va donner une dimension encore plus particulière à ce jeu-là. Oui, c'est clair. C'est clair qu'il y a une partie joueur dépendant, mais il y a quand même une partie, c'est vrai qu'on joue de plus en plus à de plus en plus de jeux. Évidemment, chaque année, on accumule de plus en plus d'expérience et forcément, les jeux qui n'évoluent pas, il y a certains qui vieillissent un petit peu plus mal que d'autres. Bon, ici, encore une fois, il faut le remettre dans son époque, c'était assez incroyable. Mais voilà, j'y rejouerai avec plaisir. Maintenant... Ouais, je suis pas certain qu'une nouvelle sortie... Moi, j'aimerais bien, mais c'est totalement subjectif, et même voir une VF, c'est totalement subjectif, parce que je pense pas que le potentiel de vente soit là sur les gens. Déjà, la 4e ici n'a pas eu un succès fou. Hein. Non. Ouais. Mais, quelle expérience. Jouer une fois. Et si possible, la seconde édition qui reste vraiment la meilleure de toutes. Mais qui n'existe qu'en allemand. Mais bon, les règles, on peut très bien jouer avec les règles de la 3e édition, avec la 2e édition. Niveau matos, c'est la meilleure. Un jeu dont on ne parle vraiment pas suffisamment, selon moi. Lignum, qu'on n'a pas joué ensemble. Non, je pense. Non, j'ai jamais joué. On n'a pas joué. Donc Lignum, ça c'est la seconde édition, donc il est ressorti chez Capstone. C'est une des premières sorties Capstone, il me semble. Donc un jeu d'Alexander Humer, qui s'est fait connaître après avec Imperial Steam. Ça, c'est son premier jeu. Coupe-gorge. Oui. Alors, ce jeu, c'est le jeu de planification. Voilà. Ou planification, le jeu. En gros, c'est ça. Je pense qu'en euro, c'est un des jeux les plus exigeants que j'ai joué. C'est pas du tout comme... c'est Cutthroat, évidemment, mais pas du tout comme peut l'être Imperial Steam. Par contre, on peut vraiment bien se foirer si on ne planifie pas correctement. Parce qu'il y a des jeux où on planifie 1 tour, 2 tours, 3 tours. Ici, on planifie à plusieurs saisons d'avance. C'est-à-dire, on peut prendre des avantages qu'on va placer, par exemple, on jouera dans 2 saisons, dans X tours. Et il faut avoir tout prévu, tout mis en place pour pouvoir utiliser ce bonus qu'on a prévu pour dans 2 saisons. C'est un jeu, quand on réussit à faire ce qu'on fait, il nous fait nous sentir vraiment, vraiment intelligents parce que... Voilà. Après, ça ne plaira pas à tout le monde, clairement. J'ai pas l'impression que c'est pour moi. C'est interactif. Alors, c'est le plateau, la phase principale, c'est une grande rondelle. En fait, on va déplacer un ouvrier, donc on a un seul ouvrier. On va le déplacer autour du plateau, et chaque fois où on s'arrête, on prend le bonus, la ressource, peu importe ce qu'on ramasse, à l'endroit où on s'arrête. Et on va devoir prendre certains outils, etc., qu'on va pouvoir utiliser dans une deuxième phase. On va récolter du bois. Il y a différentes zones sur le plateau où on peut récolter du bois. Et en fonction de la présence des gens dans les différentes zones, donc il y a de l'interaction là-dessus aussi. Et ce bois, on va l'utiliser de différentes manières. On va le découper et on va essayer de le vendre. Dans des contrats, c'est l'idéal évidemment, vendre des contrats parce qu'ils nous rapportent beaucoup plus. Mais les contrats ne rapportent de l'argent qu'à la fin, donc des points de victoire en fait, à la fin de partie. Et donc on a besoin, le jeu est tendu évidemment, on a besoin d'argent pendant la partie, donc on va plutôt essayer de le vendre normalement. On en tire un petit peu moins, mais au moins on a de l'argent pour faire certaines choses. Ou alors on peut aussi le sécher et le vendre un petit peu comme dans Vignos. Le bois va avancer au fur et à mesure des années. Donc il y a vraiment cette notion de timing, de temps, de planification partout, à tous les niveaux dans le jeu. Pour ceux qui aiment ça, c'est fantastique. Je pense le meilleur jeu du genre. On n'a jamais fait mieux depuis. Voilà. Après, comme vous voyez, il n'a pas eu beaucoup de succès, mais bon. Non, effectivement, quand on voit la gueule qu'il a. Je l'ai beaucoup vu sur des étals d'occasion, par exemple. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de boîtes. Ouais, mais j'en ai eu quelques-unes en vente au magasin. Toi, t'as eu des Lignum ? Ouais. De chez Capsule ou les premières éditions? Peut-être bien la première édition. Je ne me rappelle pas si c'est des Capsules. Très peu d'exemplaires. Mais... C'est sûr, je me demande si tu ne confonds pas avec autre chose. Parce que je ne sais pas, mais je pense. Il y a eu très peu d'exemplaires. Mais bon, encore une fois, quand on voit la gueule du truc, bon, c'est allemand, il n'y a pas de doute. C'est brun de chez brun. Maintenant, c'est raccord avec le thème, évidemment. Mais c'est vrai que le jeu est particulièrement moche. La typo, elle est... Moi qui suis sensible à ça, elle pique aux yeux. Mais bon, si on passe au-dessus de ça, le jeu est fantastique et c'est vraiment un jeu qui mériterait une nouvelle édition avec un redesign complet parce que le fond du jeu, le gameplay,
C'est dingue, et je suis persuadé que si on lui mettait une belle robe, ça pourrait être vraiment, vraiment un petit succès, on va dire. Après, ça reste niche, évidemment, malgré tout. Bref, voilà, Lignum. Vraiment un grand jeu que je ne joue pas suffisamment. Ah, je connais ça. Rebuilding Seattle, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je pense que c'est 2023, quelque chose comme ça. Ouais. C'était pas... Il y a moins de 2 ans, je pense. Oui, c'est ça. 2 ans. C'est du whisky. Parfois, c'est localisé, parfois ça ne l'est pas. Celui-ci, il en était vaguement question, et au final, ça n'est plus jamais arrivé. Il a mis du temps aussi à parvenir chez mon fournisseur. Oh là, ça a été dingue. Ce jeu est vraiment feel good, mais vraiment. Quand on a fini une partie de Rebuilding Seattle, on a fait des choses, on a poussé ses stratégies. C'est pas très complexe, hein, il y a 3-4 pages de règles, c'est pas complexe. En plus, les fins de manche sont joueurs dépendants. Donc c'est les joueurs qui vont faire en sorte que la manche aille plus loin, aille moins loin, en fonction de ce que vont faire les autres. Donc c'est une interaction totalement indirecte, parce qu'il n'y a rien de frontal du tout, mais quand on voit que quelqu'un, quand on voit quelqu'un qui part trop fort dans l'orange ou dans le bleu ou quoi, on va vite essayer de déclencher son scoring, quitte à pas prendre de points pour éviter que lui en prenne beaucoup trop. Et donc cette mécanique de différents scoring est juste géniale, je trouve. Le timing est top, même la durée, hein, vous êtes sur grand max 1h30 de jeu, hein, clairement. Oui, c'est pas très long. Donc, et ça joue à 2 comme ça joue à 5. Oui, mais même tout seul, ça joue pas mal. Ouais, j'ai joué tout seul, oui, clairement. Et donc, oui, ça joue à 2 comme ça, enfin tout seul comme ça joue à 5. Par contre, à 5, je me demande si ça risque pas de traîner quand même un tout petit peu. 5, ça va, c'est correct, évidemment, c'est un peu plus long. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer sa ville un maximum, reconstruire Seattle, du coup. Mais surtout, à chaque, en fait, ça va jouer en 3 âges, et à chaque âge, on va dire comme ça, R ou quoi, je ne sais plus comment il l'appelle dans le jeu, eh bien, on va avoir un marqueur qui va aller de plus en plus loin, ce qui fait qu'à chaque fois, on va être de plus en plus loin, et pour scorer, il va falloir rattraper ce marqueur, le dépasser, surtout pour faire monter, on va essayer de faire monter ces pistes pour marquer un maximum en 2 points de victoire. C'est assez tendu, hein, vraiment, surtout au début de partie, surtout sur l'argent, parce que c'est sur l'argent que c'est assez tendu. Après, au niveau du 2, du 3, c'est vraiment, c'est nettement plus soft, en tout cas. Mais cette mécanique de scoring est juste géniale, quoi. Franchement. Les choses sont intéressantes. Ouais. Le gros plus du jeu, parce que honnêtement, j'aurais pu le mettre dans ma liste, hein, encore une fois, ma liste était longue, mais c'est certainement un des prétendants, mais je me doutais bien qu'il serait dans la tienne, donc voilà, j'ai pas poussé. Mais son gros point fort, c'est que je l'ai joué beaucoup de fois, et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit c'est pas bien. Non. Ça n'existe pas, c'est vraiment un jeu qui plaît à tout le monde. Le bémol qu'on peut avoir, c'est que il faut pas trop le poncer, parce qu'on a tendance à faire toujours plus ou moins la même chose. Il y a relativement peu de plateaux joueurs différents, donc une légère asymétrie, etc. Et il y a certaines stratégies qui sont quand même plus fortes que d'autres. Plus fortes que d'autres, je pense. Pour l'avoir joué, en tout cas, j'ai jamais vu le contraire. Donc il y a ce petit bémol. Par contre, on sort 1 ou 2 extensions de ce truc, et voilà. Donc un jeu à jouer de temps en temps, on n'a rien de ta sortie, il y a des règles, on ne les oublie pas, c'est facile. Et donc c'est très facile à sortir, on joue une fois de temps en temps, et on passera toujours un bon moment, et on peut jouer avec n'importe qui. Ouais. Le gros point, parce que c'est pas de l'expert, hein. C'est clairement pas de l'expert, le gros point noir est vraiment une mise en place qui est peut-être trop longue pour tel jeu. Il faut un insert, ça c'est clair. Il y a beaucoup de cartes en fait. Et à l'heure actuelle, vu ce qui sort, je pense que ce jeu a réellement sa place, mais surtout aussi pour une localisation. Ouais. Il est tellement facile à jouer, vous pouvez... Dans n'importe quelle config, avec n'importe qui, ça peut passer. C'est dommage. Je pense que s'il était sorti chez n'importe qui d'autre que WizKids, il aurait une... Oui, je pense aussi. Oui, je pense que le problème, c'est WizKids, avec des éditions toujours qui sont un peu bizarres, des choix d'éditoriaux qui sont un peu bizarres. Par exemple, sur la piste de score, elle est très petite, et chaque fois qu'on fait un tour, on met une pièce d'argent en dessous pour dire qu'on a fait un tour en dessous de notre curseur. C'est un peu bizarre. Voilà. Ce genre de choix, c'est du pur WizKids. Ça explique peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu de localisation. Ils n'ont pas de contrat, comme disait
Non, pas Cédric, ils n'ont pas de contrat commerciaux définitifs avec certains éditeurs francophones. Donc, puis petit tirage, hein, ils font souvent des tirages limités et tout. Donc on avait eu ça aussi avec Fantasy Realms, qui avait été un peu à un moment donné difficile à trouver. Et puis après il y a des localisations derrière. Mais parce qu'il a fait vraiment parler de lui. Oui. Mais, tandis que lui, en plus, il y a une suite qui arrive, il me semble. Il y a une version 1.5. Je pense pour l'instant l'auteur développe surtout, il développe un dungeon crawler assez original apparemment. C'est celui que je vois le plus tourner. Il est beaucoup sur X, sur Twitter. Je vois le plus tourner, mais je sais qu'il travaille sur une version 1.5. Donc ce serait apparemment pas une extension, un peu dommage, mais ce serait un stand-alone, une version améliorée de ce jeu qui reprend les bases qui sont très solides et qui les développe d'une manière un petit peu différente. Donc je suis très curieux d'y jouer. En tout cas, Rebuilding Citadel, moi j'adore. Et si j'étais éditeur francophone... je me pencherais dessus, hein, parce que je pense vraiment qu'il y a un gros potentiel. Je pense vraiment qu'il a un potentiel et qu'il a sa place sur les étals, parce que c'est vraiment très bon, hein, mais vraiment très bon. Pas à poncer. Pas à poncer, et il faudrait un prix qui est acceptable. De toute façon, parce que ça reste un initié, familial initié. C'est que du punch avec des cartes, il y a moyen que ça passe. Si on fait un bon budget, franchement, une version française, il y a vraiment un gros potentiel. Mais à jouer 4-5 fois par an, ça passe nickel. Hein. Ça passe vraiment nickel, ce jeu. On passe toujours au bon moment. On va continuer dans le... Celui-ci peut-être un des plus obscurs que j'ai pris. Je sais qu'il n'est pas très connu, parce qu'il y a eu très peu de boîtes. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Biosphère. Jeu allemand, c'est vendu à Essen en 2017, je pense, un truc comme ça. Oui, c'est particulier. Hein. Vas-y, je vais chercher les infos. C'est 2017, il est marqué sur la boîte. 2017, ouais. Chez DDD Verlac. Voilà. Je connais même pas la... Je pense que c'est la boîte de l'auteur, je pense. Un jeu hyper intéressant, qui n'a pas eu la visibilité, mais encore une fois, quand on voit la gueule de la boîte, on peut comprendre. L'arrière n'est pas nécessairement plus beau, et le jeu en lui-même, les plateaux non plus. Vous irez voir sur BGG, où Cédric mettra peut-être des incrustations. Je vais essayer de trouver. C'est très moche. Hein. On voit qu'ils n'ont pas engagé Yann O'Toole. Comme je sais rien dire, je vais faire un unboxing. Vas-y, continue. Vas-y. Alors, pour situer, c'est un jeu d'évolution. Oh la vache. Oui, c'est très moche. Hein. Oh putain. Oui, très moche. Ah ouais. Oui, je te dis, ils n'ont pas... Je vais mettre des inserts. Oh là. Faut pas que vous ratiez ça. Hein. Oh la vache. Mais... C'est sexy. C'est un jeu, pour le situer, j'ai possédé Dominant Species Marine. Les autres, comment s'appellent encore les jeux d'évolution, les jeux de cartes Évolution. C'est Évolution? Oui. Bon, voilà, ça, je n'ai pas du tout été convaincu, mais enfin, soit. Et c'est le seul que j'ai encore dans ma collection. C'est un jeu vraiment à part, où les espèces sont représentées par des petits dés qu'on va passer sur le plateau. Et la valeur des dés représente, on pourrait dire, l'espérance de vie de nos espèces. Et le but, en fait, c'est non seulement de le faire évoluer, mais pas évoluer simplement pour plaisir d'évoluer, mais le faire évoluer dans certains axes, de manière à remplir des objectifs. Donc c'est un jeu où, et d'ailleurs la fin de partie est déclenchée par lorsqu'on arrive à remplir un certain nombre d'objectifs. C'est très difficile à expliquer comme ça, donc vous voyez, il y a beaucoup de curseurs, on a chacun une race, une espèce d'animaux, et on va essayer, encore une fois, de la faire évoluer de manière à remplir certains objectifs. Et on a une map commune, hein, il y a une notion de majorité évidemment comme dans Dominion Species, mais beaucoup moins chaotique et beaucoup plus comment je dis, sujet à la planification. Donc c'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui est assez tordu, il faut le comprendre la première fois, il faut bien comprendre les règles. Mais c'est un vrai plaisir de jeu et je me rends compte qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas joué et que je voudrais vraiment le rejouer. Petite remarque aussi, il joue très bien dans quelle que soit la config, même à deux. Et c'est rare pour ce genre de jeu qui est quand même un jeu où il y a pas mal de majorité. Voilà, donc un jeu, je dirais, comme on pourrait le dire pour certains autres, aussi moche que bon. Alors, oui, c'est très... Ça, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi raté et d'aussi laid. T'aimes pas le petit caméléon? Ah, t'as vu sa tronche, quoi? Bah, il y a une tronche de caméléon. Honnêtement, je trouve pas que c'est le plus moche. Je trouve que le fond est plus moche que le caméléon. Caméléon constipé, hein. On dirait qu'il est pas à son aise hein, sur sa branche. Ah. Oh là là, je vais essayer de vous mettre un gros plan, là. Là, t'es méchant. Non. Et puis, oh.
Ah oui, non, c'est apocalyptique, on est d'accord. Donc voilà, typiquement, le jeu qui mériterait une nouvelle édition, une refonte graphique. Parce que... Ah ouais, ouais, surtout. Aussi 2-3 petits ajustements, parce que notamment le tiebreaker, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. C'est vrai que c'est un peu particulier. Maintenant, je trouve pas ça du tout rédhibitoire, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui pourraient être améliorées. Mais un jeu vraiment original, un jeu vraiment intéressant, qui mériterait d'être plus connu que ce qu'il est, voire beaucoup plus connu, parce que je pense pas qu'ici, vous le direz d'ailleurs en commentaire, hein, si vous connaissez ce jeu. Ah ouais, dites-le nous. Si vous connaissez ce jeu, parce qu'en dehors d'une sortie SN et d'une vente sur leur... c'est bien fait. Mais le jeu et d'une vente sur leur site, je pense pas qu'il y ait une sortie autre. Ah ouais, d'ailleurs, dites-le nous ce que vous en pensez de tout ce qu'on sort là. Mais ça, ça y est, c'est moche. Il faut que je prenne rendez-vous chez un ophtalmologue. Là, c'est fini, là, il m'a niqué les rétines. Oh là là. On reste dans de l'allemand, hein. On reste dans de l'allemand, un jeu à l'allemande. Ah ouais. Jeu vraiment de stratégie de planification avec des majorités, mais pas du tout un jeu chaotique à ne pas confondre comme avec Dominion Species qui voilà. Très méchant. Qui est très méchant et qui est très chaotique. Ici, c'est vraiment pas du tout le cas. C'est un peu l'inverse. Il y a vraiment des stratégies intéressantes à développer. Hein. Et encore une fois, ça se joue bien à deux. C'est rare pour ce genre de jeu. Eh ben, tu m'as donné envie de l'essayer. Ah ben oui. Mais il faut que je me remette là. Tu mettras un bandeau. Oh là là. Terrible. Biosphere. Petite boîte. Ouais, petit boîte. Jeu. Ah, petit jeu. Party game. Tokyo Metro. Tokyo Metro. Le designer, c'est Jordan Draper. Jordan Draper a des parents américano-japonais. Je pense que c'est sa maman qui est japonaise. Je pense. De toute façon, c'est l'un des deux, du coup. Hein. Et donc, ce designer crée des jeux vraiment avec la mentalité japonaise. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une petite boîte comme ça, où, quand vous avez terminé le jeu, vous avez un autre jeu, c'est d'essayer de la ranger, la boîte. Parce qu'il n'y a pas 1 millimètre d'espace disponible dans cette boîte. Oui. Et en plus, si vous slivez, là, oubliez le truc, vraiment. Je pense que c'est le seul jeu que j'ai slivé en sleeve fine. Je ne supporte pas ça, mais il n'y a que comme ça que ça rentre dedans. Je vous montre le plateau de jeu. Ça, c'est vraiment... ça se fait énormément du côté du Japon. Vous allez avoir, en fait, une nappe. Et en fait, ce jeu a vraiment tout pour rebuter. Mais vraiment tout. Son matériel est dégueulasse, son visuel est pas beau, clairement. Mon matériel est pas dégueulasse. Ah si, dirait. Non, mais quand t'as ça et que tu dois déplacer tous tes petits cubes partout. Ah, l'ergonomie, je sais comme le matériel n'est pas dégueulasse. Oh là là. Ah non, ça va pas du tout. Alors vous avez aussi cette piste, parce que c'est un jeu de réseau. Moi qui déteste les jeux de réseau, c'est un jeu de réseau. Oh. Et c'est un jeu économique. Oh, si, c'est un jeu de réseau. Et un jeu économique. Parce que vous allez prendre des actions dans vos compagnies de métro. Le scoring, les lignes. Le scoring est dégueulasse. Ah, c'est une horreur totale. À chaque scoring, on va scorer chaque ligne de métro. Et pour ça, on va partir du point A et tout. Ah, c'est une horreur sans nom. Ça fait opaque. Ce jeu a tout pour faire fuir. Et pourtant, c'est une méga bombe. Mais vraiment, c'est exceptionnel. C'est dingue comme ce jeu est super bon, quoi. D'ailleurs, moi, je ne joue pas avec ça. J'ai fait faire des playmats un peu plus grands pour qu'on ait un peu plus d'espace, parce que moi, avec mes gros doigts, je strike souvent 5-6 lignes, là, quand j'essaie de placer quelque chose. C'est du... Vous allez essayer de vous développer. Ou un plateau. Mais le pire dans ces plateaux, c'est ça. Hein. Parce que là, vous avez une petite languette qui vous fixe à quel niveau vous êtes. Non, cette partie-là, il faut la repasser. Donc ça, c'est totalement injouable, presque. D'ailleurs, même moi, à l'époque, j'avais fait faire un plexiglas que je mettais au-dessus, en fait, pour tout aplatir, pour éviter que ça bouge de trop. Donc le matériel vous fait fuir, mais le gameplay... Waouh. C'est vraiment... Et je sais pas où tu dis que c'est pas un jeu de réseau, parce que les autres viennent te court-circuiter, te couper ton réseau. Non, c'est pas un réseau, le réseau est existant. Tu investis simplement dans des lignes et tu sais très bien où elles vont aller. Oui, mais il va falloir être sur cette ligne-là. Il faut pas que les autres viennent trop commencer à te casser le truc. On va se déplacer en métro. Enfin, après, les métros vont passer. Vous pouvez même vous déplacer en vélo, je pense à pied aussi, il me semble, pour changer de station, pour pouvoir prendre la station, on va dire. Construire. Waouh, c'est
C'est waouh. C'est un jeu qui ressemble à rien d'autre. Hein. À la base, c'est un placement d'ouvrier. Hein. Ce qui est particulier, c'est que les spots d'action sont des cartes en fait, et ces cartes changent à chaque manche en fait, évoluent à chaque manche. On en rajoute des nouvelles. Oui, tu peux en avoir aussi. Oui, tu peux en avoir aussi. Mais c'est assez particulier ce placement d'ouvrier et finalement dans un jeu qui est un jeu économique en fait, hein, puisqu'on a investi dans une société, on va faire en sorte qu'elle rapporte le plus possible. Et c'est ça, et c'est là que les autres vont venir squatter vos lignes pour essayer de profiter de la part du marché. Quoi. Ouais. Mais c'est interactif, mais c'est pas méchant. Non, tu parlais d'un Imperial Sim par exemple, là où tu savais vraiment, de massacrer sur un coup. Ici, c'est pas spécialement le cas, quoi. C'est moins méchant qu'Imperial Sim, ça n'a rien à voir. Donc j'aimerais tellement que ce jeu, il va revenir de toute façon, il va revenir en version anglaise, en version originale, parce que je pense qu'il y a une extension qui était sur financement participatif, donc qu'on a pris, oui, bien sûr, on a pris via la boutique. Donc on va faire bien entendu revenir des jeux de base, évidemment. Elle a déjà été livrée, l'extension. Hein. On l'a déjà, tu l'as certainement déjà quelque part ici. C'est laquelle alors? Il y a eu un financement participatif ici. C'est Tokyo Capsule Hotel. Ah d'accord, oui, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau, mais ils remettaient les anciens, la possibilité de prendre les anciens. Comme souvent, tu pouvais recommander les anciens jeux de Tokyo Tsukiji Market, et notamment celui-ci. Oui, import-export aussi. Et Turin Market, qui est un jeu qui était complètement disponible, que j'aurais pu amener, un petit jeu d'enchères qui est très très bien aussi. Bref. Et donc ce jeu mériterait vraiment d'avoir un redesign complet, surtout au niveau matériel, pas en termes de gameplay, parce que moi j'ai pas trouvé grand-chose à dire au niveau du gameplay, mais surtout un matériel peut-être un peu plus occidental, on pourrait dire. En dehors de ça, le reste, honnêtement, si tu as oui, bien sûr. Mais c'est le plateau de jeu qui pose problème et tout ce qui va. Oui, ça c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, il faudrait retravailler l'ergonomie du jeu. Pas le gameplay, parce que moi, j'ai rien vu à jeter sur ce gameplay. Même le visuel, en fait, c'est tellement thématique. C'est des lignes de métro. Donc, personnellement, moi, ça me choque absolument pas. Et pourquoi pas une localisation? Parce que je pense vraiment... Est-ce que c'est de l'expert? Oui, c'est de l'expert. Là, on est dans un jeu expert. Et je pense qu'il a son public. Alors, pourquoi pas pour une localisation? Il faudrait une boîte comme Silex ou une boîte qui retravaille ça. Travaille vraiment le truc. Pour le rendre commercial, parce que sortir ça en l'état en français... Et surtout quand vous voyez quelque chose comme ça qui va approcher les 75-80 €. Ouais, en français, il serait moins cher aussi. Oui, vous allez dire, jamais je vais prendre ça. Et au final, ce jeu est une méga pépite. Moi, j'ai tellement envie, j'ai pas envie de le ranger d'ailleurs. Vraiment, voilà. Ouais. Je sais bien qu'il a été joué ici pendant un week-end jeu il y a quelques semaines. Je joue à autre chose, pas moi, j'ai pas joué, je joue à autre chose, mais c'est vrai que... J'y joue pas suffisamment en fait à ce jeu. Moi non plus. Et c'est vraiment à chaque fois, c'est un vrai plaisir ce jeu. Ouais, c'est vrai. Très très bon jeu, certainement un des meilleurs de Jordan Draper, en espérant que Tokyo Capsule Hotel qui arrive ici, je pense, je sais plus, c'est fin d'année ou début d'année prochaine. Moi j'aime bien Import-Export de chez lui aussi. Ouais, qui est un gloire de Rome. Hein. Oui. Si vous aimez la gloire de Rome, allez jeter un coup d'œil à Import-Export. Très chouette jeu aussi, et Tokyo Tsukiji aussi, qui est un jeu d'enchères un petit peu plus anecdotique, mais bon, ça reste son gros jeu, en espérant encore une fois que Tokyo Capsule Hotel soit au niveau de celui-ci. En tout cas, il y a pas mal d'originalité, il donne vraiment envie, c'est certainement un des jeux que j'attends le plus dans ceux qui doivent arriver là. Une petite boîte. Alors, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez là, c'est un print and play. Un print and play magnifique, réalisé par... notre pote Filippo, qui est un magicien avec ses doigts. Je serais tout à fait incapable de faire ça. Parce qu'à la base, c'est un Holland Spiel. Donc Holland Spiel, c'est la boîte de Amabel Holland, qui fait du print on demand. Donc du print on demand, c'est-à-dire qu'ils impriment à la commande. Et donc, ce sont toujours du matos assez dégueulasse, il faut reconnaître. Les jeux sont vraiment intéressants, principalement du wargame chez eux, mais aussi du jeu de train. Et donc, une boîte typique, hein, toutes leurs boîtes ont le même format, assez fine, et format A4, on va dire. Quelquefois difficile si on veut ranger un petit peu le matériel correctement.
de refermer la boîte. Donc ici on a fait faire une boîte. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de maps externes, en fait, des maps additionnelles, puisque je ne l'ai peut-être pas dit, c'est un jeu de train, je le développerai un petit peu après. Et donc un petit peu à la façon d'Age of Steam, c'est un système de jeu. Donc Dual Gauge, c'est un système de jeu, et chaque map apporte ses propres règles. Donc il y a évidemment des règles, un fond de règles communes, mais chaque map vraiment a ses particularités. Et donc les maps, évidemment, Print on Demand, map, comme souvent chez les wargamers, du papier. Et donc ici, on a, bon, je vais vous montrer, hein, on a fait imprimer ça sur sur des fans évidemment. On a fait imprimer ça sur des playmats. Des playmats, hein, pour avoir une version un peu de luxe. Parce que normalement les maps, ben, c'est ça c'est la version originale papier. Voilà. Donc, ici, moi j'avais tout acheté en print on demand, et puis on l'a tellement apprécié qu'on a fait un effort commun, on a fait imprimer tout ça sur des néoprènes. Voilà, et on a fait une magnifique boîte, hein, encore une fois, Philippot a fait un travail incroyable. Alors, encore une fois, donc Dual Gauge, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de train, donc c'est vraiment à la frontière entre le Cube Rails et le 18XX, pour ceux qui connaissent. C'est un format de Cube Rails, c'est-à-dire en 1 heure à peu près. Et par contre, c'est un système qui se rapproche un peu plus des 18 dans la façon de récupérer de l'argent, dans les dividendes, puisqu'on va chaque fois compter la route qui rapporte le plus à la façon des 18. Donc on n'est pas du tout dans un 18, hein, parce qu'on achète une part par manche, that's it, on n'en vend jamais. Donc c'est pas vraiment un 18, il n'y a pas du tout ce côté manipulation boursière, même si évidemment il y a une bourse ici dedans. Mais au niveau de la gestion des routes, on se rapproche très. C'est le seul jeu comme ça que je connaisse qui a cette particularité. Et le nom Dual Gauge vient parce qu'il y a 2 types de rails, il y a les rails simples, les narrow gauge et les dual gauge. Donc ce sont 2 types de rails différents qui n'acceptent pas les mêmes trains. Bref. Et donc vous retrouvez aussi le train rush des 18XX, vous trouvez certaines caractéristiques, poser des stations sur les villes pour bloquer, etc. Fantastique. Moi, je pense que c'est un de mes 3 jeux préférés. Ça avait vraiment été un gros coup de cœur. La première fois que j'ai joué, c'est marrant, la première fois que j'ai joué, j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai joué sur la map de base, qui était Portugal, si je me rappelle bien. Vraiment pas bonne, quoi. On s'est vraiment ennuyé, mais à partir du moment où on a joué sur une map vraiment un peu plus développée, donc celle-là ne sert vraiment qu'à apprendre le jeu, en fait. Là, on rentre vraiment dans un grand jeu, un grand game system, malheureusement peu connu. Encore une fois, ça reste du Print on Demand. À ma belle Hollande, s'il y a bien quelqu'un qui n'a rien à carrer de vendre des jeux, c'est bien elle. Du moment qu'elle peut vivre de sa passion, ça suffit, elle s'en fout du succès. Donc voilà, vraiment un tout grand jeu, un de mes jeux préférés, et un jeu qui devrait vraiment être plus connu des amateurs de train et plus facilement disponible, puisque qui dit Print on Demand dit uniquement disponible aux États-Unis et en Europe uniquement dans une boutique en Angleterre. Avant le Brexit, c'était pas un souci, on pouvait commander facilement en Angleterre. Maintenant, on a aussi les douanes, comme si on commandait aux États-Unis. On va regarder ça. Hein. Chef-d'œuvre. Maintenant, l'autre problème aussi, c'est comme si Print on Demand dit des prix qui sont quand même, surtout si tu as la douane et tout ça, tu as un matériel assez dégueulasse, hein, on n'a pas peur de le dire, c'est vraiment pas terrible, et on a un prix qui... Ouais, c'est pas des gros tirages, et donc ils savent pas faire descendre le prix par les quantités de tirages. Donc c'est un système qui fait, ils ont une commande, ils impriment le jeu, quoi. D'ailleurs les jeux en général puent parce qu'ils sont imprimés, juste. Ça sent vraiment l'impression. Bref, moi, un bijou qui devrait être beaucoup plus connu, on va essayer de le ranger quelque part. Allez, on avance. On reste dans les trains. Dans les trains, oui. Un jeu de train, un jeu de réseau. Toujours des bons jeux, les jeux de train. Railway Boom de Monsieur Hisashi Hayashi chez Okazubrand. On a déjà fait un bûcher au laurier, donc on va pas s'expanser là-dessus parce que aller voir le bûcher au laurier. Yokohama, on va dire. C'est Monsieur Yokohama, oui, bien sûr. Maintenant, moi je pourrais dire que c'est Monsieur Railway Boom, hein, donc parce que ce jeu est totalement exceptionnel. Là aussi, c'est compliqué d'en avoir pour le moment. Donc moi, à chaque fois que je commande chez Okazubrand, j'en fais revenir. À chaque fois, ça part. Que ça existe qu'au Japon. Ça existe qu'au Japon. En japonais. Au Japon, en japonais, les règles anglaises se retrouvent sur BGG. Et donc je pense. En français, Philippot avait traduit. Philippot, il y a les règles en français, exactement. Exactement, Philippot avait fait la traduction et donc avait soumis à Hisashi qui avait validé la traduction. Mais ce jeu, c'est juste... waouh, waouh, il y a quel claque ce jeu, c'est incroyable.
Je pense. C'est pas un jeu de train, faut connaître. Non, c'est pas un jeu de train. Non, c'est pas un jeu de train. C'est un jeu d'enchères. Un jeu d'enchères à la base. C'est vraiment un jeu d'enchères à la base. Et après, vous allez développer votre réseau. Mais c'est un peu secondaire parce que la mécanique principale est vraiment de l'enchère. Et chaque phase d'enchère va se négocier avec une ressource différente. La première fois, c'est de l'or. Après, c'est du fer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez payer la maintenance en charbon et tout. À chaque fois, vous allez payer avec quelque chose de différent. Et donc, à chaque fois, vous allez devoir essayer d'être performant sur chaque ligne que vous allez essayer d'avoir. Et ça, c'est juste bien. Et donc, est-ce que c'est un expert? Oui. Est-ce que c'est hors de portée parce que c'est trop compliqué? Absolument pas. Non, et donc, je pense réellement qu'il peut avoir son public. Et j'aspire vraiment qu'il soit plus facilement trouvable par ici. Et là aussi, je verrais bien un Silex se plancher là-dessus. Même si au niveau du game design, il n'y a pas grand chose à acheter. Non, plus en qualité de matos. Parce que oui, qualité de matos. Les plateaux, c'est si vous vous rappelez de Terraforming Mars, hein, la première édition. Ah ouais, on y est. Et c'est très moche, le plateau est vraiment très, oui, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Hein. Oh là là. Et l'envers du plateau, il y a des fois c'est tout noir. Eh bien là, ça aurait été mieux si c'était tout noir. Hein, ils n'ont rien à envier aux Allemands, clairement, là-dessus. Ah non, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Et c'est Madame Isashi Hayashi, je crois, qui fait les designs. Donc je pense qu'il ne pourra rien lui dire, à mon avis. Mais bon, voilà. Et donc effectivement, je pense que ce jeu a un potentiel. Et la localisation, les règles françaises ont déjà été faites, validées et corrigées. Non, la seule chose, c'est que les jeux d'enchères, c'est jamais très populaire. C'est vrai, c'est pas très important, mais celui-là... C'est toujours, voilà, on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu réfractaires aux jeux d'enchères. C'est un petit peu dommage, mais c'est le cas. Donc c'est ça qui pourrait un petit peu l'empêcher d'aller plus loin. Parce que pour le reste, on est plus proche de l'euro. Hein, oui, clairement. Encore une fois, c'est chaque phase, il y a une enchère. Mais au bout du compte, c'est quand même un but très Eurogame. Alors, on vient dans du plus récent et du moins moche, on va dire. Ok. Wutaki, c'est un truc que j'ai ramené d'Essen il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est un jeu, quand on le voit comme ça, un peu choupi, etc., qui a le placement d'ouvriers. À la base, vous savez que le placement d'ouvriers, c'est pas nécessairement ce que je préfère, parce qu'il y en a trop, beaucoup trop. Je sais bien que c'est la mécanique préférée de certains, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un placement d'ouvriers en général qu'un autre placement d'ouvriers. Alors, pourquoi celui-ci? Parce que c'est un placement d'ouvriers hyper interactif. Et quand je dis interactif, c'est frontal. C'est frontal, mais c'est pas méchant non plus. Alors, non, mais il peut l'être, mais pas nécessairement. Il y a des choses qui sont méchantes. La particularité, c'est qu'on joue une espèce de faction, de faction. On développe le village, et l'idée, c'est de devenir la faction qui satisfasse le plus le monstre qui vit dans les profondeurs en dessous du village. Voilà. Il y a plein de choses, hein, mais je vous donne des exemples pourquoi ce placement d'ouvriers est interactif. C'est parce que, par exemple, il y a certains spots de placement d'ouvriers, qui est notamment ceux où on peut obtenir des ressources, on peut l'améliorer soi-même. Donc on va investir, on va payer des choses pour l'améliorer, et tout le monde peut en profiter de ces améliorations. Mais évidemment, celui qui l'a amélioré, lui, tire un profit quand quelqu'un d'autre fait l'action. Donc si quelqu'un va chercher, par exemple, 2 pierres, celui qui l'a amélioré en gagne 1. Donc ça, c'est déjà, voilà, ça c'est du, comment je vais dire, c'est la collaboration, on va dire, gentille. Il y a des choses plus méchantes. Il y a des choses, notamment, la mécanique que je préfère dans le jeu, c'est que on a des contrats. Encore une fois, ça c'est vraiment le truc bateau que je ne supporte pas. On va chercher des ressources pour faire des contrats. Mais ces contrats, il faut faire attention parce que on va marquer des majorités à la fin en fonction de certaines affinités avec certains types de contrats. Donc une espèce de jeu de rôle caché. Chaque joueur a une affinité avec un certain type de contrat, mais c'est connu que d'eux-mêmes. Et donc il ne faut pas essayer de se faire repérer du type de contrat qu'on doit faire le plus, parce que la rivière de contrat peut être complètement balayée par un joueur. Donc si on voit qu'il y a plein de cartes et on sait que c'est un tel joueur, on a réussi à identifier son affinité principale, ben on peut très bien bazarder les cartes de manière à ce qu'il n'en ait aucune. Ce genre de choses. Tout ce que j'aime. Ben, il faut réfléchir, il ne faut pas te faire remarquer, en fait, il ne faut pas te faire voir. Alors la mécanique, comme je disais, que je préfère, c'est que tous ces contrats, quand on les remplit, donc on se paye des ressources, hein, ça c'est bateau, on les paie tous au monstre. Et on a une action qui permet d'aller récupérer toutes les ressources que le monstre a récupérées, mais on prend une carte objectif qu'on doit réaliser à la fin. Si on ne la réussit pas, on a plein de points négatifs.
Et donc, il y a ce côté, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les ressources? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour se prendre cette carte on ne sait pas du tout ce que ça va être et ça va probablement être quelque chose d'assez difficile à faire et qu'il faudra faire à la fin. Voilà, donc il y a tout ce genre de petites affinités. Donc chaque spot vraiment est assez particulier. Savoir aussi qu'on a deux types d'ouvriers. On a les ouvriers de base et puis les ouvriers améliorés qu'on va pouvoir entre guillemets débloquer, qui permettent de faire les choses de manière plus... les actions de manière plus puissante. Voilà. Bon, c'est assez classique, mais ce qui sort le jeu comment je veux dire, de la masse, c'est vraiment cette interaction qu'on n'a pas l'habitude, et quelquefois cette interaction un peu méchante, hein, je reconnais, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un placement d'ouvrier. Et l'édition est vraiment sympa. Ici, c'est l'édition, j'avais pris la totale, hein, évidemment, l'édition de luxe avec toutes les ressources taillées, les pièces en métal, les petites extensions qui ne sont pas indispensables mais qui sont sympas. Voilà, donc c'est un jeu, je trouve, qui mériterait parce que ça tourne vraiment bien. Ça ressemble à certaines choses, ça a le goût de certaines choses, mais pas que, ça va plus loin que ça. Et les quelques parties que j'en fais, j'en ai pas fait 50, mais les quelques parties que j'ai fait, vraiment de très bons souvenirs et quelques fous rires qu'on a eu en y jouant. Voilà. Moutaki. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu qu'on pourrait trouver en version française, honnêtement, oui. C'est tout à fait jouable parce qu'en plus le look est sympa, le matos est joli. Je sais plus s'il y a un insert. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais il y a voilà. L'édition est jolie, il n'y a pas grand chose à faire et le jeu est vraiment sympa si on aime l'interaction. Encore une fois, si on aime bien faire un engine building dans son coin, peut-être éviter ce jeu-là. Mais il y a plein de bonnes idées, plein de petites mécaniques qui sortent le jeu de l'ordinaire et qui lui donnent vraiment une personnalité qui lui est propre. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de tester. Ah, celui-là je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je savais que oui, ça c'était sûr et certain. Sinon il était dans ma liste évidemment. Donc on l'avait déjà mis dans une de nos vidéos des jeux qu'on aimerait le plus rejouer. Entre-temps, on l'a rejoué. Est-ce que j'ai envie de le rejouer là maintenant? Oui, j'ai envie de le rejouer là maintenant. J'ai toujours envie de jouer Pipeline. C'est facile à sortir en plus. C'est une telle merveille. C'est pas si simple que ça à trouver. C'est clairement pas si simple parce qu'à chaque fois Capstone refait un petit tirage de merde, il y a quelques boîtes qui tombent. Il le refait pour l'extension, je suis pas sûr qu'il ait prévu dans et donc ça, clairement, donc tu peux parler 2 minutes de la mécanique de Pipeline si tu veux. Enfin, oui, c'est un jeu, c'est un pur jeu économique. Hein. Donc le but c'est de raffiner du pétrole. Donc on va acheter du pétrole brut. On va essayer de le raffiner à différents niveaux en fait. Et cela grâce à un ensemble de tuiles de pipeline, de réseaux de pipeline qu'on va aller chercher sur le plateau central. Et on va, c'est très casse-tête, on va les agencer de manière à faire les chemins les plus longs de même couleur de tuyaux, etc. Ça paraît un peu bateau comme ça, je peux vous dire que quand vous jouez, ouais, ça chauffe bien parce que c'est tendu. Le jeu est hyper tendu. C'est dingue. Ouais, c'est un jeu, il faut aimer ce genre de jeu. En termes de règles, c'est très simple. Hein. Ouais, mais la courbe de progression de ce jeu est monumentale. Et c'est un jeu qui est très, très ramassé, très compact. C'est un jeu où la première partie, je me suis dit, ah, ça y est, mon moteur démarre enfin. J'ai eu du mal. Hop, fin de partie. Voilà. Et ça arrive encore, hein, ça arrive encore, la fin de partie. Si vous aimez un jeu qui est extrêmement satisfaisant, et pourtant en général, moi c'est plutôt mon cas, moi j'aime les jeux où j'ai investi beaucoup, mais j'aime bien qu'après qui me rapportent pas mal. C'est généreux, mais ici c'est pas le cas, mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement d'autres qualités. Il a plein de défauts aussi. Hein. Si vous n'aimez pas vous prendre des tôles, parce qu'il y a moyen de vous prendre des méga tôles, hein, des 50 à des 250 hein, dans les points de victoire. Avant, il n'y a pas de catch-up. Hein. Non, ça n'existe pas. Et franchement, comme je disais, quand votre machine commence à démarrer, et que là vous avez la satisfaction de ça. C'est ta faute. Hein. Oui, clairement. C'est ta faute. Évidemment, on peut empêcher, il y a notamment certaines cartes, etc., qu'on peut aller chercher pour empêcher. La dernière fois qu'on a joué, on ne t'a pas empêché. On a vu ce que ça donnait. Je vous ai plié, quoi. Ouais. Mais effectivement, déjà jouer contre jouer contre les autres alors que vous avez plein de trucs à faire pour faire fonctionner votre machine, parce que c'est tellement tendu que vos machines doivent tourner. Parce que il vous faut des revenus. La partie, vous allez faire des emprunts. Ce jeu est dingue. Et donc, est-ce que c'est l'expert? Oui. Est-ce qu'il a un potentiel? J'en suis certain. Vraiment. Je pense, moi, je le verrais bien chez Super Meeple, un jeu comme ça. Mais on avait cette discussion-là, et encore hier avec Romain et Ben, sur un forum.
en fait, il n'a pas eu de localisation tout simplement parce qu'il a eu un mauvais timing. C'est le premier jeu maison de Capstone. Donc avant Capstone ne faisait que de la localisation. C'est le premier jeu qu'ils ont sorti en interne, en fait, qu'ils ont développé en interne et qu'ils ont sorti, qu'ils ont édité. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore d'accords commerciaux. Voilà. Maintenant, on sait très bien quand il y a Capstone qui sort un nouveau jeu, en général, Super Meeple est là pour faire la VF. Il n'y avait pas donc ces accords commerciaux. C'est un jeu assez niche, hein, faut le reconnaître, c'est un jeu économique très turnaround, qui peut en dégoûter certains à la première partie, clairement. Il faut insister parce que et donc, si vous additionnez tout ça, il n'y a pas eu de localisation française. Il n'a pas eu énormément de localisation d'ailleurs, je pense. En même temps, il n'y a pas de texte du tout, sauf sur les cartes, pouvoir. Un peu sur les cartes, oui, c'est un peu. Ouais, c'est pas très compliqué, il n'y en a pas 50. Donc c'est pas très grave. Je pense que les gens qui sont vraiment là-dedans, qui sont potentiellement intéressés par ce jeu, je pense que l'anglais n'est pas du tout un frein. Oui, c'est aussi. Ils l'ont déjà certainement. C'est aussi une explication. Et donc est-ce que maintenant ça aurait sens de faire une version française? Personnellement, je sais pas. Il faudrait pour moi qu'il y ait une nouvelle campagne, par exemple une ressortie, un reprint de chez Capstone, je ne sais pas, une version améliorée, deluxifiée, allons savoir, parce qu'ici c'est des tuiles, tous les tuyaux c'est des tuiles en carton, on pourrait très bien imaginer ça, d'avoir des tuiles un petit peu comme Ra, des tuiles en bois ou en acrylique, ou je ne sais pas, voilà, faire une nouvelle version. Et là, ça ferait sens de faire une version française. En dehors de ça, je pense que ce serait quand même un risque, parce que ceux qui sont potentiellement intéressés l'ont probablement déjà en VO, et ça ne les gêne absolument pas, moi le premier. Donc voilà. Par contre, avoir personnellement Pipeline au catalogue, ou l'avoir eu au catalogue, je parle d'une version française, c'est quand même assez prestigieux, parce que je reste persuadé que c'est, dans son genre, un des meilleurs jeux des 10 dernières années. J'ai déjà dit, et je le maintiens, et je pense qu'on n'a pas fait un jeu plus brillant à tout point de vue que Pipeline dans le genre ces 10 dernières années. J'avais vu une interview de Charles Amir, le patron de Super Meeple, qui disait qu'ils avaient fait un tirage de 1000 boîtes, je pense, pour la Familia, par exemple. Moi, personnellement, je pense que Pipeline, en 1000 boîtes, en niveau francophone, encore une fois, Pipeline, la Familia, c'est sorti en même temps. Oui, bien sûr. La VF est sortie quasiment en même temps. Non, il profite de la sortie qu'on en parle. En fait. Il peut pas sortir comme ça de nulle part. J'en avais parlé avec lui à Cannes. Le sujet avait été abordé. On testait le jeu précédent, c'est l'année dernière, avec les trucs, le prix soir là. Et il était là, on discutait, on est arrivé, je ne sais plus comment, à parler de Pipeline, et c'est vrai qu'il avait l'air intéressé, mais en même temps, un jeu qui sort de nulle part, des années, c'est un jeu de, je ne sais plus, 2019, il me semble, ouais, un truc comme ça. Voilà, c'est venir un petit peu après la guerre. Encore une fois, pour les jeux niches, les gens qui sont réellement intéressés en général ont déjà l'exemplaire. Donc ce serait quand même risqué maintenant. Profiter d'une nouvelle version, d'un nouveau print. Là, ça pourrait faire sens, mais le sortir comme ça, out of the blue, je pense que ce serait quand même très risqué. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve la couve déjà très très jolie. Il y a de tout là. Il y a de tout. Enfin, ouais, ce jeu n'aurait pas dû être pour moi à la base. C'est vrai que ce jeu est exceptionnel. Moi, la mécanique que je trouve fantastique et qui n'est pas très courante en fait, c'est qu'on a plusieurs types de contrats. On a des contrats qui sont communs, le premier qui le fait, le fait. Mais on a aussi des contrats qu'on peut prendre et qu'on doit réaliser à chaque fin d'année. Et chaque fin d'année, il nous rapporte de l'argent en fait. Et c'est aussi la particularité, c'est que le contrat ne doit pas être complètement rempli pour récupérer de l'argent. Dès qu'on met un cube dessus, si on a besoin d'argent, dès qu'on met un cube sur ce contrat, on récupère l'argent correspondant au cube. Et ça c'est super fort, parce que c'est un moyen de rentrer d'argent, plutôt que de devoir vendre absolument sur le plateau où il y a une certaine concurrence. On a un contrat, on pose un cube, on récupère de l'argent quand on a besoin. Et c'est une action gratuite. Ça ne coûte pas une action, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui est très ramassé, donc les actions, on n'en a pas 50 000. Et cette petite action-là fait vraiment la différence du jeu. Parce qu'on va prendre un contrat, on va se dire, celui-là, je sais que je ne le ferai pas chaque année, mais qu'est-ce qu'il me donne comme flexibilité? Et donc il y a ce peser le pour et le contre. Enfin, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce jeu est tellement intelligent et tellement fantastique. Ouais, c'est une expérience, et franchement, si vous ne l'avez pas joué, essayez franchement d'essayer. Je dis pas que ce sera des goûts de long. Hein, ouais, attention aux personnes qui ont des problèmes de structuration dans l'espace. Hein, parce qu'agencer ces tuyaux et tout, là, wow, vous êtes là pendant un quart d'heure à essayer de faire tout matcher, et les autres jouent pendant ce temps-là, parce que vous essayez de faire matcher votre truc. Hein, parce que waouh. C'est un petit peu le bémol. C'est méga bon. Waouh. Ah, clairement. Voilà. D'ailleurs, on va le jouer après. Il est pas au courant, on va le jouer après.
Ah, je vais enfin savoir dire quelque chose. Ah, c'est celui-là, j'ai joué. Alors celui-là, il est là parce que j'ai rarement vu, à part peut-être dans le match du siècle. Hein, oui, si l'exceptionnel match du siècle. Match du siècle exceptionnel. J'ai rarement vu un jeu de ce genre-là avec un thème aussi bien implémenté. C'est le thème est linéaire, donc c'est un défilé de mode qui a eu, donc c'est basé sur un. Il faut voir ça un petit peu comme un wargame. On est plus proche du wargame, c'est un jeu de joueurs, mais un petit peu. C'est un wargame oui, mais c'est à l'image d'un match du siècle. Match du siècle aussi, si on regarde, c'est un wargame. C'est du tir à la corde, c'est le même principe. Et ici, si vous aimez le match du siècle et cette espèce de va-et-vient de ce que je prends, tu le perds, etc., vous avez le même principe ici. Donc c'est un défilé de mode qui a eu lieu dans les années 70-73, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Donc très célèbre, qui a vu s'affronter les plus grands designers de mode français, donc les Yves Saint Laurent et autres, aux Américains. Et pour la petite histoire, ce sont les Américains qui ont gagné, avec un défilé qui a duré une demi-heure, là où les Français ont fait un défilé qui a duré 2h30. Et tout ça est implémenté dans le jeu. Comment, par exemple, ces durées de défilé sont implémentées, c'est que les Français, par exemple, ils peuvent jouer 5 cartes. Ils ont 5 actions par manche, il y a 5 manches, là où les Américains ne peuvent en faire que 3 sur les 5. Donc il y a des manches où les Américains ne joueront pas. Par contre, leurs cartes sont beaucoup plus puissantes, en fait. Donc c'est un jeu, évidemment, asymétrique, vous le comprendrez. Il y a des conditions de victoire qui sont communes. Par exemple, à tirer un certain nombre de célébrités, c'est la même chose avec un tir à la corde, et des points de victoire qui ont un tir à la corde aussi, mais chaque pays a sa propre condition de victoire. Les Français, c'est restaurer Versailles, ça se passe à Versailles, donc c'est accumuler le plus d'argent pour pouvoir récupérer des tuiles d'amélioration du palais. Et les Américains, c'est avoir un certain nombre de robes, si je me rappelle bien, de types de robes différentes. Mais donc il y a pas mal de mécaniques qui sont très originales. Le plateau lui-même représente, on le voit peut-être pas ici, le plateau lui-même représente le podium, le défilé. Le contour, c'est un personnage qui se déplace comme si c'était le mannequin qui se balade sur ce podium. Et devant chaque case du podium, on va jouer des cartes. Enfin voilà. C'est un jeu qui est vraiment très très bon. Il a un thème qui est incroyablement bien implémenté. Le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas joué suffisamment pour vraiment le dire, mais ça me semble assez logique. Je pense que les Américains sont quand même un tout petit peu plus forts que les Français. Et que les Français, pour gagner, doivent vraiment ne pas faire une seule erreur. Ou là où les Américains, on va dire ça comme ça, ont un peu plus droit à l'erreur. Mais même si c'était le cas... J'ai joué les Français, il me semble. Non, tu avais joué les Américains. Et tu avais gagné. Ouais. Et même si ça s'avérait, le plaisir qu'on prend à y jouer, c'est pas grave en fait. À la limite, à la fin, le gagnant, on s'en fout. On s'est vraiment affronté, on a vraiment un jeu qui est super original, hyper thématique et super intéressant. Je comprends pas d'ailleurs, donc ça c'était une nouveauté du dernier SN. Je ne comprends pas comment il y a personne qui soit positionné pour faire une VF de ce truc-là. Peut-être que c'est le cas, je ne suis pas au courant. Mais il y a vraiment une petite boîte. Si on a pu faire en français le match du siècle, celui-ci devrait avoir une VF, clairement, parce qu'il est au moins aussi intéressant. Peut-être pas aussi parfait que le match du siècle, hein, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont dans le cas. Mais en tout cas, il mérite vraiment une VF, que tout le monde le découvre, parce que c'est vraiment une petite pépite. Oui, j'ai beaucoup aimé maintenant. Je préférerais 1000 fois mieux le match du siècle pour le sortir en termes de simplicité. Maintenant, il a un gameplay totalement particulier, avec un thème totalement particulier qui fait que, que ce n'est pas un jeu que vous avez déjà. Je ne sais pas s'il aura un public en fait pour ça. En fait, je n'en sais rien. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Oui, le match du siècle, effectivement, est encore plus obscur. Plus niché, oui. Bon. À savoir qu'en termes de critique, en tout cas, pour ceux qui ont eu accès, que ce soit des reviewers ou des gens pas connus du tout, il fait assez bien l'unanimité, si ce n'est encore une fois ce petit problème apparemment d'équilibre. Voilà, c'était non exhaustif, hein, parce qu'on aurait pu continuer pendant encore longtemps. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo, on verra bien. Mais dites-nous il y a des chances qu'il y ait une deuxième vidéo, d'ailleurs, parce que j'ai dû faire des choix qui sont... Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous les avez joués, si vous avez aimé, si vous avez détesté, dites-nous, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs clivants.
On est pas mal, hein, surtout en termes de durée, je crois. Le mot de la fin, à peu près 1 heure. Oui, plus d'1 heure. Ah oui, quand même. Le mot de la fin? À la prochaine. Hein. Pour la suite, parce que je suis pratiquement sûr. Oui, ils vont vouloir faire la suite, du coup. Je vais vous faire trop de choix. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.